Bonjour, bienvenue au Louvre, bienvenue dans la plus belle salle du Louvre, la salle Poussin. Au début du XVIIe siècle, les peintres travaillant à Fontainebleau pour Henri IV, comme Martin Fréminet ou Ambroise Dubois, et les peintres parisiens tels Georges Lallemand, sont certes talentueux, mais ne parviennent pas à instaurer une prégnance stylistique majeure propre à faire de la France un grand centre artistique. L'Italie, et particulièrement Rome, avec Caravage et Annibal Carrach, puis leurs héritiers, est au contraire un véritable pôle d'attraction. De nombreux peintres français se mettent alors en route en direction de la péninsule. Au début du XVIIe, dans les toutes premières années, Rome est un aimant, un centre d'attraction pour toute l'Europe, à l'échelle de l'Europe, et tout particulièrement en France, donc où il y a une petite lacune de grands noms, de nouveaux courants artistiques, et donc les artistes partent tous en Italie. Alors parmi les premiers, il y a Simon Vouet, qui part dans une ambassade à Constantinople, et qui ensuite va aller en Italie, donc dans les années 1610. Valentin de Boulogne, des artistes qu'on va voir, des artistes très importants pour le Louvre. Eux, ce sont des génies, et leur génie a éclos à Rome. Et puis, toute une autre génération, ensuite, Poussin désespérément cherche à aller à Rome, il n'y arrive pas, parce que il faut imaginer que c'est pas facile d'aller à Rome. Rome, c'est au minimum 1 mois de voyage. Et si vous n'êtes pas riche, c'est compliqué les voyages. Vous y allez à pied, dans les intempéries, les maladies, des vagues de peste, peut-être on en parlera, et donc c'est très compliqué. Poussin essaye, il n'y arrive pas, finalement en 1624 y arriver, et plein d'autres artistes vont suivre sa voie, ou même le précéder. Parmi les artistes qui sont allés en Italie, citons Vignon par exemple, Stella, Mignard, Chaperon, donc les artistes sont innombrables, et donc du coup, évidemment, l'art français du début du XVIIe va être marqué par ce qui se passe à Rome, on va dire dans la première moitié du XVIIe. Alors là, on est en 1630-1631. Il faut savoir que Poussin arrive et s'installe à Rome en 1624. C'est une date absolument capitale à retenir, et il va avoir des difficultés pour s'imposer à Rome parce que c'est un milieu fascinant, avec un bouillonnement artistique, avec une diversité d'artistes qui viennent de l'Europe entière, des Flandres, d'Espagne, de France. Et il va peindre beaucoup de tableaux sur le thème amoureux. Ça, c'est quelque chose qu'on évoque en ce moment même à Lyon. Et il va peu à peu obtenir une certaine reconnaissance grâce à des mécènes, Cassiano dal Pozzo, grâce surtout au Barberini, donc le pape Urbain VIII et sa famille, le cardinal neveu Francesco Barberini, qui lui passe une commande importante, une mort de Germanicus, qui va déjà commencer à l'imposer. Ensuite, il va obtenir la commande d'un grand tableau pour Saint-Pierre, pour la basilique Saint-Pierre, le martyr de Saint-Érasme. Et puis, encore quelques années plus tard, il y a ce tableau qui est vraiment un tableau hors norme. C'est lié à une figure fascinante, un personnage qui s'appelle Valguarnera, et qui est un personnage interlope qui est lié à un trafic de diamants. Il y a des diamants volés, et lui, il fait du blanchiment de diamants. Et comment blanchir des diamants à Rome dans les années en 1630? Eh bien, en achetant des tableaux. Et donc, du coup, il achète ce tableau à Poussin. Et comment on sait tout ça? C'est que finalement, il est arrêté, il doit témoigner, et donc on a plein d'infos sur le tableau, qui finira d'ailleurs mort en prison, on ne sait pas trop comment, est-ce qu'il s'est suicidé ou on l'a suicidé, donc une histoire incroyable, mais au final, un chef-d'œuvre absolu de Poussin, qui est un tableau sombre, difficile, qui montre une peste, en lien avec une Europe, et notamment une Italie qui est frappée par la peste. Il faut savoir qu'en 1629-1630, il y a une peste absolument terrible, qu'on a oubliée, qui frappe le nord de l'Italie, Milan, Venise, 1/4 de la population meurt, donc c'est absolument terrible. Et ça, heureusement, Rome est largement épargnée, mais néanmoins, il y a le souvenir de cette menace de l'épidémie à Rome. Et Poussin choisit un épisode biblique. Là, on est dans un péplum. Il faut penser aux 10 commandements de Cécile B. 2000, c'est-à-dire il nous transporte
voyez, dans l'Ancien Testament, et la guerre entre les Philistins, le peuple juif. Les Philistins remportent une victoire, ramènent dans leur capitale Asdod l'arche d'alliance, donc c'est le coffre qui contient les tables de la loi, ce qu'il ne faut pas faire, car le lendemain, eh bien, leur idole, qui est Dagon, vous voyez, est tombée. Le premier jour, il tombe, ensuite c'est la peste qui frappe les rats, et c'est ce que Poussin représente, les effets de la peste. Donc c'est absolument terrible. Il y a les attitudes livides, les mourants, il évoque même l'odeur pestilentielle, vous voyez, avec ce personnage au premier plan. Donc c'est vraiment une population qui est frappée par la maladie. Et puis cette architecture, cette mise en scène, qui, encore une fois, vous transporte dans un passé imaginaire sublimé. Donc on a vraiment une peinture narrative, une peinture en technicolor qui vous raconte une histoire, l'histoire de cette terrible peste. Qu'est-ce qu'il voit à Rome lorsqu'il y arrive en 1624 ? Il voit des artistes incroyables qui rivalisent, le dominicain, l'héritage des Caraches, aussi une émergence du paysage dans la lignée d'un artiste flamand qui est Paul Bril, naissance du paysage, ou en tout cas une floraison artistique incroyable, et Titien qui est présent dans des grandes collections, la collection Ludovisi, il est fasciné par Titien, et il mêle tout ça pour produire une peinture qui est puissante et en même temps sensuelle. Et donc ça, c'est un Poussin un peu inattendu. Et peu à peu, il va incliner vers le classicisme sous l'influence d'une part des Caraches et d'autre part de Raphaël. Il regarde beaucoup Raphaël, il y a aussi Raphaël, il ne faut pas l'oublier. Et il y a une fameuse peste, la peste de Phrygie, qui a été gravée d'après Raphaël par Raimondi. Et par exemple, ce groupe ici, au premier plan, il est directement repris de Raphaël. Donc on voit qu'il y a un mélange d'influences, donc un coloris puissant, contrasté, qui est au service du récit, mais Poussin essaye de immobiliser tout ça par l'influence raphaëlesque, l'immobiliser, c'est-à-dire poser la perspective, vous voyez, une mise en scène presque théâtrale, où la perspective est très soigneusement marquée, et l'expression des émotions, qui est un des enjeux artistiques. Lorsqu'on raconte une histoire, il faut émouvoir, il faut montrer comment ça affecte chacun des personnages. Donc là, il devient déjà un artiste qui est capable de raconter une histoire. Ces tableaux, il le dit lui-même, il faut non seulement les regarder, les admirer, les méditer, il faut aussi les lire. Quel est l'état de conservation de ce tableau et comment est-il entré au Louvre ? Alors c'est un tableau qui est assez abîmé, qui a une histoire assez incroyable. Donc après avoir fait partie de cette collection Valguarnera, il a fait partie de la collection de la maîtresse du Bernin. Des choses qu'on sait mal, Costanza Bonarelli, qui était une jeune fille d'une beauté confondante, d'une grande famille papale aussi, les Piccolomini. Elle s'était mariée avec un sculpteur, Matteo Bonarelli, et elle a un peu trompé car elle est devenue l'amante du Bernin, le plus grand artiste à ce moment-là. Le Bernin, c'est le premier artiste en Europe. Ils étaient aussi collectionneurs, ils avaient une collection, c'est une femme forte, absolument incroyable, elle a survécu à son aventure avec le Bernin, elle a survécu à son mari également, elle a conservé le tableau de Poussin dans sa collection, et le tableau a été vendu peu de temps avant la mort de Costanza au duc de Richelieu, qui voulait absolument des Poussins. C'est vraiment le moment où tout grand collectionneur se doit d'avoir des Poussins, et donc le duc de Richelieu acquiert cette collection extraordinaire, il joue au tennis avec le roi, c'est pas le tennis exactement, c'est le jeu de paume, l'ancêtre du tennis, et puis il perd et le roi achète. C'était pas juste un pari, c'était une transaction aussi commerciale évidemment, mais c'est la raison pour laquelle on a aujourd'hui ce Poussin et quelques autres au Louvre. La collection royale, Louis XIV à ce moment-là. Alors cette histoire un peu, on va dire, mouvementée, fait que le tableau a souffert, il est usé, on a dû le rentoiler, il a été transposé même, c'est-à-dire qu'on a enlevé complètement la toile originelle, ce qui fragilise toujours un tableau, et donc aujourd'hui c'est un tableau qui ne doit pas bouger. C'est pour ça qu'il faut l'admirer ici au Louvre.
Alors Simon Vouet, c'est un artiste absolument capital pour le XVIIe. D'ailleurs, on périodise l'art français du XVIIe siècle à partir autour de la date de 1627, qui est le retour de Vouet, le retour d'Italie en France. Donc avant de revenir en France, il est parti en Italie. On ne sait pas exactement la date exacte où il s'est installé à Rome, où il a passé la majeure partie de ses années, et surtout où il s'est imposé. Et ça, c'est exceptionnel, parce qu'il y avait tellement de bons artistes à Rome, vraiment un foisonnement artistique inouï, qui fait que devenir le premier des peintres romains, ce qu'il est devenu, car il a été élu prince de l'Académie de Saint-Luc, c'est-à-dire en gros le premier des meilleurs peintres romains, donc en 1624. Donc à ce moment-là, il s'est imposé et il peint dans un style qui prolonge Caravage. Alors là, c'est vraiment Caravage, c'est vraiment la révolution artistique en Italie au tournant du XVIe et du XVIIe siècle. Et Vouet, il a assimilé complètement le style du Caravage et il s'est imposé grâce à ça. En 1624, il devient donc prince de l'Académie de Saint-Luc. En 1626, il se marie avec une sublime jeune femme, Virginia Vezzi, et donc c'est important aussi, et ça a influencé sa carrière. Et en 1627, il revient à Paris car la gloire acquise à Rome, eh bien, elle donne des idées à Paris et la monarchie française est en train de monter en puissance grâce à Richelieu, il faut penser au grand cardinal, et donc il revient et il va s'imposer au cours des années 30-40 où il va vraiment être le peintre majeur et aussi le grand atelier, et donc il aura une influence à laquelle on n'échappera quasiment pas. Donc il y a une période de Vouet dans l'histoire de la peinture. Vers 1630, Simon Vouet peint ce tableau. Quel est son sujet ? Alors ce tableau est absolument fascinant parce que c'est un des chefs-d'œuvre absolus de Vouet et c'est pas forcément le plus connu, donc c'est important de le regarder. Le tableau a été peint pour le roi, pour Louis XIII, donc pour son petit château de Saint-Germain, et le sujet était traditionnellement identifié comme une allégorie de la richesse, de manière assez évidente. On a cet amour, ce couteau qui présente des bijoux, qui est à côté d'un beau vase en argent, il y a de l'orfèvrerie, la figure qui est une allégorie d'évidence, elle est ailée, se tourne vers lui, donc on s'est dit c'est une allégorie de la richesse. Lorsqu'on regarde de plus près, on se rend compte que c'est exactement le contraire. Donc c'est pour montrer combien on peut se tromper et combien il faut regarder en détail les tableaux, car si cette figure se tourne, en fait, ce à quoi elle s'intéresse, c'est cet autre petit amour, génie, qui montre le ciel. D'autre part, autre détail capital pour bien comprendre le sujet, c'est le pied, et comme cette partie est un peu usée, on n'arrive pas bien à voir qu'il est posé sur une pierre angulaire. Il y a également un livre, et ça, ce sont des clés de lecture. Une figure qui pose le pied sur une pierre angulaire, ça a été codifié dans les manuels d'iconographie, l'Iconologia de Cesare Ripa, comme une allégorie de la foi, car la pierre angulaire, c'est le Christ, donc c'est la foi chrétienne. Le geste enveloppant le petit enfant, c'est un geste de charité, donc ça pourrait évoquer une deuxième vertu chrétienne. Peut-être que le geste même du couteau évoque l'espérance, donc on aurait les vertus théologales. Donc vous voyez, bien loin d'être une allégorie des richesses, c'est une allégorie chrétienne. Et quel est le lien avec les richesses ? C'est un refus, c'est un mépris des richesses. C'est tout ce qu'incitent les vertus chrétiennes, refuser le monde, refuser les bijoux, refuser les richesses terrestres, et donc se détourner. Et en fait, elle ne regarde ces richesses que lui tend le petit amour que pour s'en détourner. Donc c'est le contraire des richesses, c'est une allégorie du mépris des richesses et plus précisément une allégorie des vertus chrétiennes, peut-être les vertus théologales. Originaire du nord de la France, Valentin de Boulogne arrive à Rome entre 1609 et 1614. Il y peint, vers 1624, le Concert au bas-relief, l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre. Alors il peint ce tableau au milieu des années 20. C'est un tableau qui est absolument caravagesque, c'est l'influence de Caravage. Caravage est déjà mort depuis, on va dire, une quinzaine d'années, 12-15 ans, mais Valentin perpétue le génie, on va dire, les innovations artistiques du Caravage, c'est-à-dire déjà ce clair-obscur, évidemment, c'est-à-dire faire émerger les personnages de l'ombre. C'est saisissant, c'est dramatique, ça donne une puissance visuelle qui a fasciné, d'où le succès de Caravage. Aussi, peindre des scènes inhabituelles, des scènes
du quotidien de la Rome de cette époque, qui est cette cité grouillante, cité universelle, cité des courtisanes, cité des tavernes, et les artistes qui viennent, c'est un milieu cosmopolite, de l'Europe entière se retrouvent là, vous entendez toutes les langues, vous avez une ambiance où domine le vin, évidemment, le dieu qui préside à tout ça, c'est Bacchus, le dieu du vin, et puis il y a des soldats, il y a ces courtisanes, il y a ces artistes, et lorsqu'ils ne peuvent pas payer, ils donnent quelques tableaux. Toute cette ambiance-là a été évoquée d'ailleurs dans une très belle exposition au Petit Palais il y a quelques années par Annick Lemoine, la Rome des bas-fonds. Donc ça, quelque chose de fascinant. Et Valentin reconstruit tout cela avec d'une manière si vivante. Vous avez l'impression de revenir dans cette Rome baroque, donc des années 1620, avec, vous voyez, des soldats, sans doute des peintres, réunis autour d'un bas-relief, car il ne faut pas oublier que Rome, c'est aussi l'antique. Donc le modèle antique, il est présent, on s'en inspire. Mais vous voyez, ici, il sert de table. Il sert de table pour manger, pour boire surtout, car on boit. Vous voyez, au premier plan, celui-ci se verse du vin. À l'arrière-plan, eh bien, tant qu'on ne le regarde pas, qu'on a le dos tourné, il est en train de vider la bouteille. Et puis, il y a la musique, une réunion musicale. Il y a les enfants aussi, la présence enfantine, toujours avec cette vérité. Donc, il y a vraiment un artiste qui est capable de saisir, de capturer toute la vie de cet Rome unique, de ce foisonnement artistique incroyable de Rome dans les années 1620. Alors voilà, Valentin, comme d'autres, comme Vouet, comme Poussin, il est fasciné par Rome, il va s'y installer et il va y faire toute sa carrière. Il va mourir précocement, donc en pleine jeunesse. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, une vie de taverne comme ça, avec des fêtes quasi quotidiennes, voilà, ça use. Donc il a brûlé sa vie en quelque sorte, mais il a réussi à s'imposer, imposer sa touche, sa particularité dans cette tradition caravagesque, mais avec une sorte de, vous voyez, de mélancolie. Il y a une poésie particulière chez Valentin, ce qui fait qu'il s'est parfaitement, je dirais, assimilé à Rome. On peut se poser la question pour un artiste comme Poussin, est-il italien, est-il romain, est-il français, car il a passé l'essentiel de sa carrière en Italie. Poussin a gardé des liens forts avec la France, il est revenu, il a peint pour des commanditaires français. Valentin, en revanche, est devenu parfaitement romain. Parfaitement romain, il s'est parfaitement senti à l'aise dans le milieu romain, et c'est là qu'il s'est imposé, c'est là qu'il a vécu. Aujourd'hui, il est presque indiscernable d'artistes prolongeant le Caravage, comme Borgiani, comme Manfredi, c'est-à-dire c'est vraiment, je dirais, la première génération caravagesque. Valentin de Boulogne, le plus romain des peintres français, a-t-il connu un succès rapide dans son pays d'origine ? Alors il y a eu un goût pour Valentin au moment où il y a un essor des collections qui est tardif en France. Il y a vraiment un décalage assez important avec l'Italie. La nouveauté artistique vient d'Italie, les artistes vont à Rome et les connaisseurs français deviennent des amateurs d'art bien après leurs collègues italiens. Donc c'est à partir des années 1630 et ensuite dans les années 40-50. Et parmi les artistes qu'on collectionne d'abord, il y a Valentin. Il y a un goût pour Valentin et c'est souvent par le biais de personnages qui ont des attaches italiennes, comme par exemple le cardinal Mazarin. Et Mazarin, c'est un amoureux de l'art. C'est un Italien qui s'est parfaitement acclimaté, assimilé en France jusqu'à devenir le principal ministre d'Anne d'Autriche et le maître, je dirais, à penser du jeune Louis XIV. Et il a importé en quelque sorte des goûts artistiques italiens, goût pour les pierres dures, goût pour la peinture et goût pour certains artistes, dont Valentin de Boulogne. Par ailleurs, Valentin ensuite était dans d'autres collections, mais je dirais que Mazarin a eu un rôle clé dans le succès de Valentin dans les collections françaises.
Alors ce tableau, c'est une œuvre, un chef-d'œuvre de Sache Le Sueur. Le Sueur, c'est un artiste vraiment très important, car c'est un des plus grands. Hein. Il a une renommée incroyable. Au XVIIIe siècle, par exemple, on voulait un retour à la beauté de l'art et on réclamait le retour de Poussin, mais aussi de Le Sueur. Hein. C'est vous dire son importance. On l'oublie un peu aujourd'hui à tort. Donc artiste capital, et lui n'est jamais allé en Italie, mais a subi l'influence italienne via Simon Vouet, qui a été son maître. Donc Simon Vouet, année italienne où il s'impose, où il est très caravagesque. Lorsqu'il revient en France, Simon Vouet éclaircit sa palette, une palette beaucoup plus chatoyante, plus séductrice, on pourrait dire plus baroque, et puis Le Sueur qui se forme auprès de Simon Vouet, et c'est dans ce moment qu'il peint ce tableau, donc qui est un tableau assez tôt dans sa carrière. On est vers 1640, et ce qu'il peint, c'est un portrait de groupe. C'est pas pour ça qu'il est très connu, il est plutôt connu pour des sujets d'histoire ou de la fable, mais ce portrait de groupe est particulièrement séduisant car on a en fait assemblé autour du commanditaire qui est le trésorier des guerres, Anne de Chambray, un personnage qui est un officier, donc qui a une charge royale, mais qui est aussi un amateur et qui constitue autour de lui une académie. Et ça c'est très important, vous voyez, c'est cette sociabilité savante, artistique, réunion d'amis en même temps, et où le commanditaire veut que le peintre représente chacun selon ses talents particuliers, selon ses passions. Et donc le peintre lui-même, car il y a une proximité entre le commanditaire et le peintre, et donc vous avez Le Sueur lui-même qui est là en train de dessiner une Vénus, l'importance de la déesse de l'amour, capitale, sans beauté, sans amour, il n'y a pas d'art, et ça on le conçoit dans cette académie du XVIIe siècle. Il y a cet ami qui est un amoureux des animaux, donc vous voyez ce merveilleux chien qui a l'air fasciné, et puis un ami musicien, on n'a pas pu les identifier, mais néanmoins on voit que chacun a son caractère, sa passion, avec un luth, et puis celui-ci qui a une tenue militaire, il était en scène dans une compagnie de soldats, donc un amoureux, vous voyez, de la nature, avec un panier de fruits, et puis celui-ci au centre qui focalise en quelque sorte l'attention avec le compas. Donc on a vraiment une sociabilité au XVIIe siècle avec la manière de grouper toutes ces figures, la justesse dans les tonalités, dans la touche, et cette justesse va jusqu'à nous laisser supposer que ça évoque les 5 sens. Ça pourrait être le toucher, vous voyez, on a envie de toucher le beau drapeau, il y a le son qu'on a l'impression d'entendre, le son de la musique, peut-être l'odorat pour le chien dans un contexte de chasse, le goût pour les fruits. Donc vous voyez la manière de construire finalement un tableau savant à partir d'une académie et un aspect finalement moins connu du génie de Le Sueur. Peut-on voir une influence de l'art du Caravage dans cette œuvre, malgré son idéalisation certaine et son coloris clair ? Alors, il y a aussi ça, évidemment, Caravage, grand innovateur, va populariser dans toute l'Europe un certain type de sujets, des sujets qu'on pourrait dire de genre aujourd'hui, même si le terme ne s'appliquait pas à l'époque, qui montrent des dièses de bonne aventure, des concerts, vous voyez, des scènes de jeu notamment, de triche souvent. Et là, évidemment, alors le contexte de ces scènes, c'est un cadrage assez serré, souvent à mi-corps, qui rassemble les personnages autour d'un sujet, autour d'une raison de se réunir. Pour Caravage, c'est surtout des scènes de taverne, par exemple telles qu'elles ont été popularisées par Valentin de Boulogne. Ici, chez Le Sueur, on est un peu au-delà. Vous voyez, on quitte un peu les bas-fonds de Rome pour s'élever dans des ambitions intellectuelles plus hautes, qui caractérisent d'ailleurs l'évolution à Paris dans les années 1640 puis 1650, c'est-à-dire des académies, une évolution des sciences, on pense à Gassendi, à Descartes, il y a aussi un foisonnement scientifique qui accompagne cette évolution assez nette et assez rapide de la peinture. D'après les modèles artistiques rapportés d'Italie, une véritable école française se met donc en place à Paris dès les années 1620, autour de Simon Vouet puis de Nicolas Poussin. Si plusieurs manières de peindre se font concurrence, une en particulier, basée sur une grande rigueur compositionnelle et des modèles antiques, prend une importance particulière. Qualifié d'atticisme, cet art nous occupera dans le prochain épisode.